Yo guys, bienvenue, 7e épisode des Uninkables. Aujourd'hui avec moi, GF. Comment ça va mon GF? Ben, ça va très bien, Dan, et toi? Yes, ça va, merci. Comme vous savez, podcast québécois où est-ce qu'on parle compétitif, breakdown de la méta et aussi l'évolution du jeu de l'Orcana au niveau compétitif. Donc aujourd'hui, on va faire un survol sur DLC Fort Worth au Texas. On va aussi parler de l'évolution du jeu vers la route de Toronto. On va voir comment ça va évoluer. On parle aussi des résultats de la 3e semaine du Set Championship. Et aussi les cartes qu'on est excité de voir sortir là, dans le prochain set là, que vous allez voir aussi. Moi et Jeff, on a choisi 2 de nos cartes préférées. On va vous montrer ça, donc restez avec nous. En commençant, on va commencer par le tirage. Pour ceux qui ne nous ont pas encore écrit, n'hésitez pas, écrivez-nous à notre adresse Gmail. Si vous voyez qu'on n'a pas eu de réponse sur YouTube, on essaie de checker le plus possible, moi et GF, mais ça se peut qu'on en manque avec notre job et nos kids. Donc, n'hésitez pas à bien nous écrire sur notre Gmail. Pour certains d'entre vous qui ont gagné et qui jouent déjà localement avec nous, bien sûr, on va vous donner votre carte dans les shops. Mais bon, si on peut commencer, GF, DLC Fort Worth au Texas. As-tu été surpris? Qu'est-ce qui t'a aimé? Puis parle-moi de tes premières impressions un peu. Ouais, ben, c'était le troisième gros tournoi nord-américain, on pourrait dire, de la saison actuelle. Puis, ce que j'ai remarqué, et ce qui m'a vraiment piqué ma curiosité, c'était de voir si on aurait un repeat un peu du dernier tournoi de Chicago. Si on aurait encore une prédominance ruby-améthyste, puis que ce soit toujours les 4 mêmes decks qu'on voit. Ma première impression, c'est que ça m'a surpris de voir que la proportion de Ruby Métis était beaucoup plus petite que par le passé. J'ai pas Ouais. vu tous les decks du field, on pourrait dire, qui ont été joués pendant le gros tournoi de 1800 quelques joueurs. Ouais. Mais quand on est arrivé par contre dans le top 64, il y en avait juste 7 Ruby Améthyst comparativement à, je pense, une vingtaine de tournois. Tu te rappelles, Dan, on avait 75% des decks que c'était des Ruby Améthyst ou des Green Steel en top 64. Puis là, ben, on a Ouais. 50% juste de Ouais, Bucky je pense List. que je pense qu'il y a beaucoup de monde aussi, que tu sais, je connais des joueurs locaux là, qui sont allés comme Drew, là, un de nos boys du channel. Il disait tout le temps, comme il disait la mentalité, il était comme je vais y aller faire un dernier adieu à Bucky. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était dans ce mindset-là, que peut-être qu'ils ne voulaient pas jouer nécessairement Bucky, mais ils se sont dit, tu sais, c'est la seule occasion qu'on va pouvoir montrer Bucky, le jouer, peut-être même placer avec, c'est un bon deck, fait que pourquoi pas l'amener puis l'essayer. Je sais pas si c'est lié ou le monde sont juste dit, ben je vais jouer discard, mais je suis sûr que le facteur que c'est le dernier DLC que tu peux avoir Bucky légal en Amérique du Nord a fait que beaucoup de gris vert a été représenté dans le top cut. Là. Ouais, c'est pas bête comme interprétation, puis veux pas. Il y a une raison pourquoi Bucky a été nerfé, presque tué, comme que je disais à la blague la semaine passée. Ils l'ont pas juste modifié, ils l'ont pas tué, ils ont fait une shot de bazooka dans la tête là, pour tuer un petit écureuil. Là. Mais Exact. bref, c'est parce que ce deck-là, le deck River, c'est présentement le meilleur deck de la méta avec Ruby Amethyst selon moi. C'est normal qu'il y en ait beaucoup, puis comme tu dis, probablement qu'il y a du monde qui se sont dit on va y aller pour une dernière run avec un deck qu'on aime beaucoup jouer. Puis on peut dire que ben, avant d'arriver avec des résultats, on peut dire que du moins la représentation était vraiment en cette faveur-là. Ouais. Une autre affaire qu'on a remarqué aussi dans les tournois locaux, on va en parler par après, c'est qu'on a vu un retour d'Ember Steel Song, un deck qu'on n'avait pas beaucoup vu. On a vu un petit peu à la deuxième saison. La première saison, c'était un des meilleurs decks, mais il était un petit peu rendu en dessous du radar. Puis on a vu, probablement, il y a un des deux joueurs en finale qui, si je ne me trompe pas, je vais regarder mes chiffres, je suis pas mentir de ma shot là. Ouais, c'est ça, c'est Amber Steel Sun qui jouait. On a eu quand même pas mal qui sont classés, puis c'est un deck qui semble s'être réinventé. Puis peut-être à cause du fait qu'il y a beaucoup de decks discard, justement, et il y a tellement de façons de piger dans ce deck-là que c'est peut-être la raison pourquoi c'est revenu. Toi, Dan, as-tu une explication pourquoi qu'on voit des Amber Steel Sun tout d'un coup? Ouais, ben, d'un tournoi de même, tu as plusieurs façons de le voir. Tu sais, tu peux dire comme, OK, ben, je vais amener un deck qui est vraiment bon. Tu sais, comme c'est pas un des 4 piliers avant ce tournoi-là, mais qui était vraiment bon, puis surprendre le monde en l'amenant. Fait que, tu sais, le monde, ils ont comme un peu oublié comment jouer contre. Fait que si tu es à l'aise à jouer Amber Steel, tu te dis, OK, ben, je peux quand même ramener ça. J'ai un très bon match-up dans gris-bleu. J'ai un bon match-up aussi dans rouge-mauve. Puis,
Contre vert gris, c'est correct. Tu sais, je veux dire, c'est favorable, puis ça dépend. Si tu joues, comment t'appelles, la Cendrillon qui coûte 1, ça veut dire que puis t'es sur le Oui. play, ben Green Steel est toujours en défense. Fait que, tu sais, peu importe ce qu'il joue, elle va toujours pouvoir l'enlever avec les lettres de Storm Ray John ou les Strength puis des affaires de même. Fait que c'est un bon meta call. Est-ce que c'est un deck qui est aussi fort que les 4 autres ou que c'est juste que le monde a un peu été pris par surprise puis qu'ils ont un peu oublié de jouer contre? Ça reste différent parce qu'on n'a plus beaucoup de item removal, à moins que tu joues Green Steel. Mais Green Steel n'enlève pas la flûte de même. Tu mets ton Aladdin, t'attends, puis là, tu vas turn ton Aladdin pour pouvoir péter la flûte. Mais le tour avant que tu le turn, ben, ça se peut que Green Steel que Amber Steel te l'enlève. Fait que c'est dur à dire, mais c'est un deck qui est toujours fort. Moi, je trouve pas que c'est personnellement un top deck, mais c'est un deck qui peut surprendre. Puis le fait que tu peux jouer contre Green Steel en top deckant, si tu as déjà tes flûtes d'établi, tu top deck des chansons, puis c'est comme un tiers du deck, les chansons, puis tu vas juste tourner tes flûtes. C'est sûr que tu peux battre Green Steel assez facilement si ton board y est établi de même. Fait que je pense que c'est un bon deck. C'est peut-être le 5e meilleur deck. Mais le plus, une fois que tu vas voir Green Steel se faire enlever parce que Bucky a été nerfé, ben là, c'est sûr que Amber Steel Song vient de remonter Ouais. top 2-3, là, facile. Ouais, clairement, parce que dans le fond, j'ai l'impression que ça va être un métacall que le monde se disait peut-être qu'il devrait avoir un grand nombre de rubis améthystes. Puis il est fort dans rubis améthyste. Une des raisons principales Ouais, étant quand que même. tu peux pas enlever les locations avec rubis améthyste. Pas les locations, mais les stands. Fait que tu mets Mhm. les flûtes, tu contrôles ta main avec la main de l'adversaire avec les All New World, Ouais. puis tu fais des points en même temps. Ça demeure un très bon deck. Puis j'ai l'impression que Ouais. c'est peut-être pour ça. C'est peut-être simplement un métacall qui fait qu'il a repris de la force pendant ce tournoi-ci. Ouais. Puis une des seules raisons pourquoi c'est fort contre Ruby Améthyste, la raison, c'est parce que Ruby Améthyste n'a pas les couleurs pour enlever des items. Fait que dès que tu mets une flûte, elle va rester là tout le temps. Fait que, tu sais, c'est sûr que si t'es bon dans comment tu piges, puis tu top deck, puis t'es rendu à 2-3 flûtes, puis tu prends l'avance sur le lore, c'est sûr que Ruby Améthyste peut pas rattraper aucune Même avec chance. des castles. Ouais, c'est ça, exact. Il en faudrait beaucoup. Ouais, Fait que exact. j'ai noté ici le top 64 justement pour le jour 2 pour vous donner une idée. Fait que comme je disais tantôt, on avait 30 Bucky Discard, c'est énorme, là, Mm. des 30 decks Mhm. découverts sur 64. On avait 10 Sapphire Steel qui ont fait une bonne représentation, 7 Amber Steel Song et 7 Ruby Amethyst. On a eu 3 Ruby Saphir seulement, qu'on a pu voir de façon beaucoup plus prédominante. Puis il y a 7 autres joueurs qui ont joué différents decks à une ou deux occurrences, dont Jordan Serio, qui avait fait un top 8 avec un Lemon Lime, un deck dont on va pouvoir parler un peu plus tard dans l'après-Bucky. Puis si on arrive avec les résultats du tournoi comme tel, on avait quand même plusieurs Québécois qui étaient là. On en a noté 5. Il y en a peut-être plus. Si vous étiez là, vous avez participé et vous voulez justement nous partager vos résultats, on serait content de l'entendre. Ce que j'ai pour le moment, c'est que Pierre-Marc Duguay a réussi à faire top 16 avec Ruby Saphir et a gagné son invite intercontinental. Il va donc Ouais. rejoindre Alexandrou et Patrick Côté. Ouais. Justement, en parlant d'Alexandrou, il était là encore une fois. Donc, Alexandrou, Tibirna, top 128. Théo Jacques Griffin, top 128. Non, pas peut-être la deuxième journée, mais un très bon résultat pareil. Patrick Wiou, qui était tout juste après le 128, lui qui était avec une fiche de 4,05. Et on a Sébastien Villeneuve et Carl Gaudreau, dont j'ai pas réussi à avoir les résultats, mais qui ont l'air de s'être classés eux aussi en dehors du 128. Bon, ben, félicitations, on a vraiment une bonne représentation des Québécois. On performe même qu'on est bon dans les TCG. Pour la finale, on a eu une finale Ruben Métis contre Amber Steel Song. Mhm. Donc, comme on disait, on a eu un retour justement des Steel Song avec les flûtes. En voyant le match-up, je croyais qu'Amber Steel Song allait gagner. Mais le problème, c'est que, puis vous pouvez le voir en regardant sur YouTube, sur d'autres plateformes, là, la finale justement en reprise, c'est que Chris Croy, qui jouait justement Amber Steel Song, il n'a pas réussi à trouver ses All New World dans le match numéro 3. Il s'est ramassé rapidement top deck. Puis un bon B Prepared bien placé avec une 6 sous à 8 qui a bien timé, ça a fait que ça a closé le match. Puis Edmond Chiu remporte donc le DLC Fort Worth avec Ruby Amethyst. Ouais, c'est juste qu'il aussi qu'il ne faut pas oublier, pour ceux qui ont vu les decklists, là, le gagnant, Edmund, il jouait Ruby Amethyst, mais il jouait
4 Be Prepared en plus de 2 Sisu, la grosse Sisu, fait que c'est comme 6 Be Prepared quasiment, là, si tu veux voir ça de même. Ça a surpris quand même. Puis en plus, la decklist de Chris, il jouait des cartes comme Baloo, il jouait Ursula Vanessa, la chanteuse qui est 1-4, elle chante de 4. Ariel, tout Ok. ça. Fait que, puis il jouait Lawrence aussi. Fait que toutes des créatures qui ont des characters, pardon, qui ont qui ont en dessous de 2 attaques. Fait que, en plus de faire attention au Be Prepared, je pense pas qu'il était prêt aussi, ben, vu que c'est Open Decklist, c'est sûr qu'il l'a vu, mais ça fait beaucoup de removal. Là. Puis Edmund était très préparé, là. Il y avait beaucoup de board wipe. Fait que c'est sûr que le match-up était un peu plus difficile, surtout quand tu biches pas dans tes Be Prepared, puis t'as pas de card, tes Whole New World, puis t'as pas de card Mhm. draw. Là. Ça fait que c'est vraiment, vraiment difficile avec Steel Song. Ce qui est particulier dans la liste, justement, d'Edmond, c'est qu'il n'y avait pas de Viking Undisputed. Lui, il s'est dit, je me monte mon deck, je me monte à 7 encres, puis rendu là, ben, je fais des Be Prepared, puis je fais des Sisu. C'est comme ça que je Ouais. vais clearer le board. Fait qu'il est allé Ah sans ouais, mais non Viking plus. Undisputed, qui est une carte qui est habituellement très présente dans ce deck-là. Là. Ouais, exact. Puis un fait intéressant aussi, là, si on parle de nos Québécois qui étaient là, JF, là, donner un petit breakdown du deck à Pierre-Marc. Là. Il jouait le classique, là, 4 Develop Your Brain, 4 Brawl, puis toutes ces affaires-là. Il jouait un Vitalisphère comme item. Il jouait un Great Stone Dragon en plus des 4 Fishbone, donc quand même très intéressant. Il jouait les 4 One Jump, 3 How Far I'll Go, donc ça c'est ton Mana Accelerator. Il jouait 3 Be Prepared, puis il jouait 3 Sisu. Donc, tu sais, on parlait, pas de côté, il parlait la semaine dernière que beaucoup des nouveaux joueurs rouge-bleu, ben, les bons joueurs rouge-bleu, maintenant, ils ont changé. Ils sont plus à 2-2, mais ils sont à 3-3. Fait que ça fait c'est beaucoup plus difficile de se faire discarter leur board wipe. Puis, fait très intéressant, Jeff, il jouait 4 Pegasus Flying Steed, le 3-1 évasif. Pegasus qui coûte 2, donc sûrement un bon tech pour attaquer dans des Diablos, en plus d'avoir des Brawls. Fait que lui, il était vraiment stacké contre vert gris, là, si on veut. Là. Fait que, Ah, ben, mais c'est le même bravo. concept qu'on a commencé à voir dans les listes Lemon Line, c'est qu'on voyait justement des Ouais, Céris apparaître dans le spot à 2 ouais, pour clearer justement les Diablos. Céris, yes. pour ceux qui ne le savent pas, c'est un personnage vert qui a 3 d'attaque, 1 de défense et qui est évasif et qui coûte 2 en crabe. Ouais. Donc, très pratique pour contrer la menace de Diablo, surtout si en plus de ça, il est sur la location. Là. C'est pratique d'avoir 3 d'attaque. Oh yes. Donc, comme on peut le constater, c'est le deuxième tournoi de suite que Ruby Amethyst remporte. Yes. Avec justement le prochain gros DLC à Toronto a lieu fin du mois d'août. Est-ce que tu penses, Dan, qu'on va avoir le droit à un tripeat, c'est-à-dire un troisième tournoi en ligne que Ruby Amethyst va l'emporter? Ouais, ça va être quand même tough à détrôner. Je te dirais, c'est un deck qui est vraiment, vraiment bon en général. Tu sais, comme il y a toujours des réponses. Puis il y a tellement de façons de jouer ce deck-là, dépendant du match-up contre lequel que tu joues. Tu as tellement de lignes de jeu. C'est peut-être un des decks qui a le plus de lignes de jeu dans n'importe quel match-up. Fait que ça ne m'étonnerait pas de le voir faire un three-peat. Je ne sais pas à quel point c'est bon pour la game si ça fait un three-peat, parce que tu sais, le monde chialait pour Bucky. Mais si Ruby Amethyst gagne 3, 4 fois, puis tout ça, c'est comme à un point, c'est comme, c'est où qu'on dessine la ligne. C'est quoi qu'on considère briser? Est-ce que c'est le GOAT, le château qu'on considère briser, puis tout ça? Puis c'est juste des discussions ouvertes. Là. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais c'est des discussions ouvertes à se poser comme, OK, ben à cause qu'on a enlevé une carte qui était bonne comme Bucky, ben là, ça va ouvrir la metagame à être plus faible contre un certain deck ou un deck devenir vraiment meilleur parce que Green Steel, c'est quand même le counter de Ruby Amethyst. Mais là, maintenant que c'est plus là, qu'est-ce que va devenir la metagame? Mais je serais vraiment pas surpris de voir un three-peat de ce deck-là, là, qui est un excellent deck depuis la nuit des temps de l'Arcana, je te dirais. Fait que, ouais. C'est sûr que comparativement, mettons, à la saison 2, où il y avait juste pas d'alternative à Ruby Amethyst, là, au moins, même s'il gagne, tu sais que tu as des chances dans d'autres combinaisons de couleurs. Là. Mais comme tu dis, il est juste tellement constant, ce deck-là, avec toute la mécanique bounce, avec les Merlin Goats. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de listes qui se jouent, mais si tu veux mettre un petit peu d'épices, tu peux même racheter Goofy pour acheter un 2 points de plus dans ta main. Toi, tu disais que tu as affronté récemment une liste qui avait c'est une Madrigal. Goofy puis Isabella. Goofy puis Isabella puis Goofy. Ouais. Fait que, il y a des façons de le techer en plus pour le rendre un petit peu spicy, mais très performant, quand même assez constant avec.
Ouais, j'ai juste vraiment. Tu sais, j'aimerais vraiment ça que le prochain DLC, admettons, soit quelqu'un trouve une façon de travailler le nouveau Green Steel pour que ça marche, ou voir quelqu'un gagner avec, admettons, le Lemon Lime, Euh, ou, admettons, Amber Steel Song, tu sais, le voir revenir un peu, ou, tu sais, Rouge-Bleu. Rouge-Bleu, je trouve que ça a toujours des bons cas. Patrick Côté s'est rendu loin, PM s'est rendu loin, puis dans le fond, j'aimerais ça voir Rouge-Bleu peut-être comme briser le plateau pour devenir champion, là, parce que je trouve qu'il arrive proche souvent, mais il n'est pas encore là. Fait que j'aimerais ça voir un deck différent, mais je pense que c'est l'effet d'avoir un champion. Là, tu veux tout le temps le voir perdre puis voir ouais. un autre deck monter, L'effet du mais reste que. underdog. Ouais, le Tom Brady. Oh boy. Good. Ah, d'accord avec Mais, toi. mais oui, c'est ça. Fait que c'est très, très. J'ai très hâte de voir où est-ce que la metagame va être rendue parce que c'est le premier DLC qu'on n'aura pas Bucky. Fait que j'ai très hâte de voir où est-ce que tout ça, ça va ressembler. Tu sais. Ce qui va être vraiment compliqué, c'est que c'est une metagame qui va durer virtuellement 12 jours. Parce que c'est Ouais, le seul tournoi qui va être 7-4 moins Bucky. Puis ouais. après ça, justement, ben, je pense que c'est la veille. Là, je ne me rappelle. Ça se peut-tu que c'est le 10 ou le 11, c'est le tournoi de Toronto? J'ai pas les dates avec moi, là. Mais Ben, je sais que c'est. le 7 il sort comme quasiment une semaine avant ou même pas. Là. Fait OK. que, tu Ah, sais, c'est le ça fait 9 que. août, la release du 7-5 Ouais, OK. dans les magasins Ouais. de cartes. Puis le 23, c'est le release général. Fait que je sais que OK. la grosse affaire, c'était que c'était tout juste après le release. Je ne me rappelle plus si c'est le release général ou le release global. Ouais. Mais ça Une fait semaine que, après le release général. fait Ouais. que, tu sais, dès que ce tournoi-là va être terminé, ça va tomber avec les tournois avec le 7-5 légal. Fait que ça va être C'est ça. vraiment difficile de se préparer à ça parce que on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à Mm. cette méta unique-là. Puis le monde, Ouais. en même temps, il a un petit peu déjà la tête au prochain set. Je veux Ouais. pas, c'est Ça la va faire un nature peu humaine, comme on a toujours hâte à la nouveauté. Ça va faire un peu comme pas Chicago, Atlanta. Tu sais, où est-ce qu'il y avait déjà le nouveau Oui, set avec Diablo puis tout qui était sorti, puis ben le monde jouait encore le set d'avant. Fait que moi je pense que ça va faire un peu comme ça. Fait que tu sais, d'après moi, le monde, ils n'auront pas puis je peux me tromper, mais tu sais, comme on peut peut-être voir un autre Mufasa mauve comme qui avait gagné à ce DLC-là, mais je ne sais pas à quel point le monde va aller out of their way pour créer ouais. un deck pour gagner cette méta-là quand, quand le nouveau set va sortir tout de suite après. Mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je pense que ça va être Good. intéressant. Ben, justement, un point qu'on voulait aborder les deux pour vous, chers auditeurs et auditrices, c'était que suite à ce tournoi-ci de Fort Worth, il reste encore une semaine au Set Championship pour nous tous. C'est-à-dire que le week-end qui s'en vient, le week-end du 27 et 28 juillet, ce sont les derniers Set Championship. Après Ouais. ça, on tombe à une période qui va être, on pourrait dire, le pré-7-5 ou pour beaucoup de joueurs quand même, le pré-Toronto. Pour cette Mhm. période-là, justement, nous, ce qu'on voulait, justement, c'est d'optimiser le plus possible, c'est de pratiquer dans nos magasins locaux sans Bucky. Pour Ouais. justement quand ça préparer le monde. Pas, ça sert à rien, là, il n'y aura plus de gros tournois avec beaucoup d'argent en jeu. C'est des tournois pour le plaisir entre amis. Fait que commencez à Ouais. pratiquer sans Bucky. Commencez à vous Ouais. asseoir en groupe, parler avec vos équipes si vous en avez. C'est sûr que moi, Dan, on va parler beaucoup avec Billy, parce que Billy, il a la chance d'y aller à Toronto, on va essayer de penser ensemble, ça pourrait être quoi la méta pour essayer avec Mm. une solution à celle-ci. Fait qu'il va Ouais. falloir faire beaucoup de métacalls. Selon nous, moi, j'ai l'impression que Ruby Sapphire va être très présent, puis que Steel Song va être très présent, justement, vu que Steel Song est fort contre Ruby Amethyst. Fait que c'est Ouais. sûr que de pratiquer un de ces deux decks-là, ou de tecker un de ces decks-là, contre ces decks-là, ça peut être très bon. Mais sinon, essayez de penser qu'est-ce qui pourrait surprendre maintenant que la discard n'est plus, ben, du moins la discard Green Steel n'est Mhm. plus l'option numéro un pour bloquer les autres joueurs. On parlait tantôt Ouais. du Lemon Lime Ouais. qui pourrait prendre un petit peu de place. Mhm. Toi, Dan, tu verrais quel deck qui pourrait émerger comme peut-être comme underdog. C'est sûr que si on parle de stratégie de contrôle ou de jeu dans similaire à Green Steel, ben, il y a toujours la possibilité de jouer Lemon Lime. Tu sais, vous avez comme un des meilleurs joueurs de l'Orcana, Zach Bivens, que vous pouvez trouver ces matchs-là sur YouTube. Il a joué des matchs de Lemon Lime là, qui a explosé des Sapphire Steel, là, ce que c'était même pas drôle. OK, c'est un vraiment bon joueur, c'est sûr, mais le deck, si vous aimez la mécanique de discard, parce que c'est une autre source
de contrôle. Vous avez le contrôle un peu comme à la rouge-bleue, qui est un board control, puis tu essaies de jouer jusqu'à la late game, puis gagner. Puis tu as un autre sorte de contrôle qui est comme le green steel ou le lemon lime, qui est contrôler la main de ton adversaire pour limiter ses options afin de te rendre à 20 lore. Fait que si vous aimez la mécanique de discard, donnez Lemon Lime une chance. Moi, c'est un deck que je suis pas très confortable avec, mais genre, j'ai de quoi le construire puis je vais sûrement le jouer. C'est juste que le removal dans jaune puis dans vert, c'est pas comme du gris. Là, ça remove pas autant. Fait que c'est sûr. C'est ça. Fait que, comme tu peux chanter des chansons pour le remettre en dessous de ton deck comme Under the Sea puis tout ça, ou tu peux bounce avec Mother Knows Best puis tout ça. Mais la réalité, c'est pas comme un removal de cette sorte-là. Mais si vous aimez la mécanique de contrôle puis de limiter le jeu de votre adversaire, essayez Lemon Lime, mais ça prend de la pratique. On est vraiment loin de Green Steel, mais on a des mécaniques qui sont similaires. Comme lui, il jouait le Diablo 1, il shift, il va chanter Bare Necessities. Mais il faut pas oublier, Bare Necessities enlève Brawl, chose qu'on n'avait pas la possibilité avant avec Green Steel. Fait que comme il y a des mécaniques de même qui sont le fun. Ouais, puis ça joue You Have Forgotten Me aussi. C'est chiant. Là. Admettons, j'ai vu un play il a fait là, qui est complètement dégueulasse. Il y avait Muse. Il chante une chanson avec The Muse. The Muse, c'est une carte qui est ward, qui fait que chaque fois que vous chantez une chanson, vous pouvez retourner un monstre, une créature avec une attaque de 2 et moins dans la main de votre adversaire. Lui, il joue des cartes, il chante des chansons, il retourne sa Ariel. Parce que Muse peut retourner tes propres characters. Fait que lui, il rejoue sa Ariel, il repogne une autre chanson, il chante avec The Muse, il bounce la carte de son opponent, qui est comme un Hiram ou je sais pas trop quoi. Il bounce, fait que le gars, il a 2 cartes, il joue You Have Forgotten Me. Le gars vient de perdre ses 2 cartes. Fait il y a des mécaniques quand même très surprenantes et très le fun que vous pouvez faire avec ce deck-là. Sinon, ce que vous pouvez essayer de faire aussi, c'est que je suis en train d'essayer de faire marcher, c'est que j'essaie de builder un Green Steel qui est semblable à le Green Steel de Chapter 3, où est-ce qu'on avait 4 Prince John, 4 Sudden Chill, des affaires qui étaient un très bon deck encore. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le premier DLC suivant chez Atlanta, qui était à Chicago, il y a des Green Steel qui se sont rendus vraiment haut dans le top 64, sans avoir cette nouvelle mécanique de Bucky puis tout ça. Là. Fait c'est quelque chose que je veux explorer. Je veux voir si c'est encore viable. Aussi parce que je les ai toutes foilées puis ça me ferait trop de la peine de jouer d'autres choses. Fait que je vais essayer ça avant comme la fin du... Exact. Faut que j'essaye ça avant le début du prochain chapter. Mais une fois que le prochain chapter sort, il y a une couple de cartes que j'ai à l'œil là, que j'aimerais bien essayer. Là. Mais ce serait d'essayer ça. Puis comme tu dis, Jeff, pratiquer. Puis dans vos locals, essayez de faire de jouer le plus possible sans votre Bucky, essayez de jouer un deck que vous êtes plus confortable. Puis je sais que c'est difficile parce qu'il y en a sûrement comme j'ai un joueur qui joue avec moi, qu'on a joué Green Steel ensemble depuis longtemps, Eric, que tu connais, Jeff, qui performe très bien ces jours-ci. Puis lui, ouais, le Goatson. Puis à cause de ça, le problème aussi, c'est qu'on joue tellement longtemps ce deck-là que te refamiliariser avec un nouveau deck puis te donner autant de pratique que tu as fait les 2 derniers mois, c'est difficile. C'est pour ça que si on est pour le changer, puis vous voulez jouer dans le discard, la thématique, restez peut-être dans le Lemon Lime parce qu'il y a quand même des belles mécanismes de discard. Les lignes de jeu ne sont pas 100% similaires, mais sont proches. Fait que ça nous permet de transitionner, si on veut, vers un autre style de contrôle. Ce qui me fait peur un petit peu avec le Lemon Lime, puis juste pour préciser, quand on parle du Lemon Lime, on parle du deck Ember Emerald. Ce qui me fait peur, c'est que c'est beau contrôler, mais comparativement à Green Steel, t'as quand même des gros personnages en fin de game pour reprendre le contrôle. Puis tu as l'option de bannir les locations avec Rise of the Titans. Puis tu as des gros persos pour les battre. Tandis qu'avec le deck Lemon Lime, tu n'as pas de gros persos pour avoir plus que 3 d'attaque. Tu vas avoir la Queen pour avoir 4 potentiellement, qui peut peut-être booster un perso. Mais à part prévenir la location avec une carte comme là, c'est ma perte de mémoire habituelle. Bare Necessities. Donc, mis à part avec Bare Necessities pour la prévenir, c'est très difficile de répondre à une location. Donc, ce deck-là, c'est ça qui me ferait peur, moi. Ouais, c'est sûr que les locations sont un peu plus tough à jouer. Tu essaies juste vraiment de racer, puis d'arriver là, puis de donner tellement peu d'options à ton adversaire qu'il n'y a pas le choix de juste rien jouer, puis de jouer top deck. Puis toi, tu essaies de quester avec tes bonhommes pour faire des 2-3 lore par tour. Puis juste garder ce contrôle-là, puis essayer d'y enlever le plus possible des cartes dans les mains. Là, OK. Puis pour clore un peu le sujet, moi je dirais que
Je suis un petit peu de la même idée que toi, Dan, dans le sens que Green Steel est fort depuis plusieurs decks, fait que même sans Bucky, je pense vraiment qu'il peut performer. D'ailleurs, j'ai commencé à pratiquer une liste moi aussi vraiment différente Mm. parce que j'ai même pas de carte. Je joue un petit peu comme à l'ancienne avec les nouvelles techs. Fait qu'un Green Steel avec des wheels dedans, dans Mm. le but justement de prendre les bacs et de maximiser les ressources au top qu'on peut. Là. Mhm. Je ne veux pas aller trop loin dans ma liste parce que c'est des petites surprises et que j'ai le goût de la jouer dans mon prochain set championship. Ouais, Là, que ce soit fait la semaine prochaine, je pourrais vous en parler comment ça a été et ouais. potentiellement poster la liste de ce petit deck Puis moi, spicy. j'ai très hâte au nouveau Green Steel qui va sortir après le chapitre 5 parce qu'on voit de plus en plus de cartes qui font des effets s'il y a du dommage sur les personnages adverses. Fait que j'ai très hâte de voir la nouvelle identité de Green Steel qui va être un peu discard, mais en même temps, essayer de mettre du damage sur les characters opponents pour soit gagner du lore, soit les forcer à attaquer. Tu sais, il y a une couple de nouvelles cartes là-dedans. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va se rendre d'ici le prochain chapitre. Il y a tellement de belles cartes de Robin Hood qui sont sorties qu'on on s'entend que Mhm. ça risque, il risque d'avoir un deck thématique Robin des Bois qui va être très Ouais, performant avec juste quelques petits decks autour, là, puis ça se ça peut. va être Ouais. cool. Euh, Yes. j'ai ici les résultats des de certains des 7 championships du week-end. Fait que je vais vous partager ça. Mhm. Donc, le samedi, le 20 juillet, on avait le Card Vault à Montréal, tournoi qui n'avait pas grand joueur. Seulement 12 joueurs, d'après moi, c'est parce qu'ils ont entendu parler que Dan allait jouer là-bas. Donc, Dan, tu me parlais un petit peu du tournoi? Ouais, ben le gros du fait de 12 joueurs, c'est que la boutique, elle ne fit pas plus que 12 joueurs. Mais tu sais, c'est Ah, une boutique que j'adore beaucoup. Ils donnent des nice price pools. Ils sont vraiment sympathiques, tu sais, comme le propriétaire, puis la gérante de la boutique qui est là, qui est vraiment, vraiment nice. Tu sais, mais il y avait vraiment des bons joueurs. Tu sais, comme j'étais pas surpris. Je savais qu'il y avait des bons joueurs qui allaient là, mais tu sais, t'avais les gars de Ingborn Heroes, tu sais, le channel ouais. YouTube. T'avais un gars qui a fait 3 ou 2 finales avec son Blue Steel, avec l'expédition, puis un autre shop. T'avais du monde qui jouait 100% méta. Là. Il y avait du vert mauve, il y avait du rubis améthyste à côté, il y avait du Blue Steel à côté, puis moi j'étais là avec Green Steel. Puis j'étais comme, oh non. Puis il y avait un autre Green Steel, puis un autre chum, là, tu connais Terrence, il était là aussi. Lui, il jouait Blue Ouais. Steel aussi, avec un build un peu plus aggro. Fait que vraiment 12 joueurs stackés solides. Puis, mais c'était des best of two. Puis Alexandro, il va me détester. Il dit ah non, pas best of two. Mais pour vrai, le fait que tu peux commencer à 10 heures puis finir vers 15 heures parce que tu fais des best of two avec le top cut, là. La finale est finie. Là. Ah, pour vrai, pour du time consuming, c'est vraiment nice. Puis il n'y avait pas de move shady où est-ce que le monde disait comme ah, on devrait faire ça de même, on va tout se rendre dans le top 8 tout ça. Si tu ta player base est de même, c'est parfait. Puis moi, c'est le format que je préfère juste pour le temps. Mais je sais que pour le positionnement des decks, c'est peut-être pas le best. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 3-2-0, puis j'ai fait des 1-1. Non, ce que j'ai fait 2-2-0, puis des 1-1-1-1. Fait que dans le fond, je me suis rendu deuxième out of Top Cut. J'ai joué contre Ruby Amethyst, qui était Charlie de Ingborn Heroes. Shout out to Charlie. Très bon joueur aussi. Il m'a battu. J'étais on the play. Il m'a battu on the play avec Ruby Amethyst. Mais il s'est super bien joué. Je pense qu'il sait que c'est son match-up le plus faible. Fait qu'il s'est joué. C'est pas comme le monde qui vont jouer tour 1 Chernobog nécessairement, tour 2 Flynn, puis tour 3 quelque chose. C'est Lui, il ça. faisait tour 1 Inc, tour 2, des fois il inkait, des fois il jouait Flynn, puis tour 3, il va jouer Hardcast Friends, juste pour avoir le plus de cartes dans ses mains. En tout cas, fait que là, il m'a battu. À un moment donné, j'étais à 17 Inc. Puis il est revenu dans la game pour me battre 20-17 dans la première game. Fait que j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai changé un peu comment je mulliganais, puis tout. Puis la game 3 puis la game 4, j'ai sorti double Bucky. Fait que chaque tour, j'y Game 2 faisais et 3, tu veux dire? ah oui, pardon. Game 2 et 3, j'y sortais double Bucky. Puis là, je faisais Discord 2-4 parce que je savais que la façon qu'il aimait jouer, c'était de piger des cartes. Mais c'était la même ligne de jeu. Fait que je suis comme, si tu veux piger des cartes, moi, je vais Hard Mulligan pour avoir 2 Bucky. Fait que là, je vais jouer 2 Bucky, plutôt, parce qu'il n'y a pas de façon de le remove early. Puis je faisais jeter 2 cartes, fait que je laissais stock à 6 ink tout le long, puis je faisais discard, discard, discard. Fait que c'est la stratégie avec laquelle j'étais allé. Puis en finale, j'ai joué contre le gars que je te disais, le Blue Steel.
très bon joueur aussi. Lui, il y avait le matelas qui a fini deuxième parce qu'il a perdu contre Goldson, Eric, à l'expédition. Puis il y avait le matelas deuxième. Moi, j'avais déjà le matelas, le mat premier. Puis à cause de ça, je me suis dit, tu sais, il fait beau, je veux profiter du temps, ça fait assez longtemps qu'on est ici. Toi, tu le veux. Moi, je l'ai déjà. Je vais juste prendre celui de deuxième place qui n'est pas écrit champion. Puis on a juste joué une game pour le fun. Puis c'était close, mais il m'a battu. Puis après ça, on a callé a day, là, comme j'y ai laissé le tapis. Puis il m'aurait peut-être battu anyway. C'est juste que, comme ça faisait longtemps qu'on était là, puis moi, j'avais déjà le tapis. Je voulais pas deux tapis champion. Fait que j'étais comme, prends-le, là, puis ça me fera plaisir. Fait que c'était cool. Geste noble de ta part. Ouais, puis le gars était vraiment cool, là, puis comme pour moi, c'est pas l'argent qui me compte, là. Si le gars, il le voulait vraiment, puis il va le garder, sure. Vas-y, garde-le. As-tu son nom par hasard? Je m'en rappelle plus, mais vous allez sûrement le voir dans les tournois, mais si je le trouve, je vais le mettre dans les comments du vidéo YouTube. Bon, félicitations quand même pour avoir battu Dan une fois, une partie au moins. Alors, samedi, on avait aussi finalement le gros tournoi, la pieuvre barbue à Likoto. Le tournoi qu'on parle depuis un bout qui avait donné une caisse de Ursula Return au gagnant. Donc, tournoi de 34 joueurs. Donc, félicitations d'avoir réussi à attirer autant de joueurs dans un tournoi quand même un peu plus éloigné. Yannick Richard l'a emporté en jouant Green Steel. Donc, félicitations Yannick, très beau prix. En plus du tapis, de la carte, partir avec 4 boîtes, disons que ça, si la collection n'était pas complète, elle l'est maintenant. Sinon, tu n'as pas eu la popée de valeur d'échange pour ton set numéro 5. C'est ça. Le lendemain, dimanche, j'ai les résultats du Boutique Awesome, donc une shop qu'on fréquente nous autres aussi quand même souvent, donc ça a été quand même pas trop difficile d'avoir les résultats. Il y avait 31 joueurs. C'est Xavier Pronovo avec Amber Steelson qui l'a emporté sur Simon Trottier-Lacasse en Saphir Steel. Je ne sais pas pourquoi tout le temps Saphir Steel. Ah, ça fait vraiment ça, c'est wow. En tout cas, puis les rumeurs diraient que Simon Trottier-Lacasse est sur le bord d'avoir un playset de Ursula. Fait que checkez-les, ça se peut qu'il joue mot avec 4 Ursula. Je pense qu'il vend tout, par exemple. Ce qui est fun, c'est qu'on a un top 8 assez diversifié à ce tournoi-là, avec 4 archétypes différents qui ont été présents 2 fois chacun. Donc, shout-out à tous les joueurs qui étaient là. Il y a plusieurs joueurs réguliers qu'on joue qui ont bien performé. Donc, félicitations à tous et à toutes. J'espère que vous avez du plaisir. De ce que j'ai entendu, il y avait des beaux prix. Le Boutique Awesome est la preuve depuis quelques mois que si vous dites les choses que vous avez un petit peu moins à votre shop, ils vont s'arranger pour faire plaisir aux joueurs. Donc, félicitations Boutique Awesome pour un tournoi bien organisé. Ouais, puis je trouve que, tu sais, comme c'est sûr qu'au début, c'était un peu. Il y avait un peu de drama autour de les pricing puis tout ça. Mais tu sais, le but, c'est de vraiment laisser savoir à vos boutiques qu'est-ce qu'ils font de bien puis qu'est-ce qu'ils font de pas bien. Puis si c'est vraiment des bonnes boutiques puis ils veulent grandir leur clientèle, ils vont s'adapter. Tu sais, mais c'est juste que, tu sais, ça sert à rien de les insulter ou de dire comme, une shop est pas bonne ou que ça. Donnez-leur un commentaire constructif puis ils vont s'améliorer, puis tout ça. Puis je pense que maintenant, ça se voit, là, la boutique Awesome, ça se déroule super bien. Puis maintenant, à chaque vendredi, il y a toujours des tournois de fun avec des boosters, puis l'ambiance est malade. Là. Puis moi, je vais jouer là à Star Wars des fois, fait que c'est super cool. Ouais. Donc, là, on va arriver au prochain segment qu'on voulait vous parler, c'est le segment spécial de la semaine. C'est qu'on se rend compte que de plus en plus de cartes 17.5 sont révélées. On a eu un gros blitz la semaine dernière. On a dû avoir un minimum 20 nouvelles cartes qui ont été révélées. On approche sûrement, si on ne l'a pas dépassé, je n'ai pas le compte exact, mais si on n'a pas atteint la moitié des cartes de révélées, on doit vraiment, vraiment être prêt. Proche. Puis on commence à voir un petit peu pouvoir essayer certaines d'entre elles. Moi, de ma part, il y en a 2-3 que j'ai vraiment hâte d'essayer. Toi, Dan, c'est quelle nouvelle carte qui te titille et qui as le coup d'essayer dans un deck? Ben moi, il y a la nouvelle Mufasa qu'on va vous mettre à l'écran parce que maintenant, on est des professionals, you know? Fait que, vous allez voir, on a la nouvelle Mufasa qui est une légendaire, 8 uninkable, 4 d'attaque, 9 de vie, quand même balèze si on veut, à quest pour 4. Elle a 2 habilités. Moi, j'adore les cartes avec 2 habilités. Tu me connais, Jeff, comme Robin Hood, Beast, là, 2 habilités. When you play this character, exert all cards in your inkwell, then return 2 cards at random from your inkwell to your hand. Donc, ce que ça dit, c'est que je le joue à 8, mais si j'ai 10 encres, ça exerte quand même les 10. Fait que même si elle coûte 8, mais ce que ça fait, c'est que ça pige random 2 cartes dans ton ink. Donc, c'est la première mécanique qu'on voit qui est capable de retourner des cartes
dans ton Inkwell, dans ta main. Oui, vous allez me dire, ah ben c'est pas, j'étais à 8 ink, puis maintenant je suis rendu à 6 parce que j'en ai pigé 2. Je suis comme, oui, mais c'est quand même une mécanique qui est intéressante parce que son deuxième effet vous fait dire, whenever this character quests, ready all cards in your Inkwell. Ça veut dire que le tour d'après, si ton Mufasa il arrive à quester, tu remets droit tous tes encres. Ça veut dire que c'est quasiment comme si tu jouais un deuxième tour. Ça fait que c'est une mécanique qui est très nouvelle dans l'Orcana puis qui n'a pas été essayée auparavant, c'est de cheater ton tour, de jouer une deuxième fois. Fait que, ton deuxième tour, si ton Mufasa survit, puis il y a des bonnes chances qu'il survit parce qu'il est quand même assez gros, à moins que tu te fais manger un Be Prepared ou Dragonfire. Mais la réalité, c'est que si tu arrives à ton tour d'après puis ton Mufasa est là, tu peux jouer tes 6 ou 7 ancres parce que tu vas ancrer pour le tour. Tu vas jouer tes 7 ancres, puis après ça, tu vas quester avec Mufasa, puis tu vas redresser tes 7 ancres. Ce qui fait que c'est énorme comme valeur parce que là, si tu as d'autres cartes en main, puis bleus sont très bons à piger, tu vas pouvoir jouer d'autres choses. Fait que là, ça, c'est la première carte que je suis très intéressé de jouer, de voir comment je suis capable de le pousser. Je vais sûrement jouer une mécanique de peut-être rouge-bleu autour de celle-là, voir, on va voir ce que les cartes nous amènent. Puis, ma deuxième carte, ouais. Puis ma deuxième carte, moi, c'est Merlin, Intellectual Visioneer. C'est une autre légendaire aussi. C'est un Merlin qui shift de 5. Elle est bleue. Quest pour 2. Puis, when you play this character, if you use shift to play him, you may search your deck for any card and put it in your hand, then shuffle your deck. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand on shift ce Merlin-là, on peut prendre une carte de notre deck, n'importe quelle. Ça peut être un Whole New World, ça peut être Be Prepared. Je ne sais pas les couleurs que vous allez jouer avec ça. Puis là, vous la pigez. Puis là, vous pouvez, si vous avez l'encre, jouer tout de suite. Ça veut dire que les cartes circonstancielles ou les tech cards qu'on a besoin dans certaines situations, on peut aller les chercher tout de suite. Fait que là, avec ça, puis on peut la jouer. Ça peut se trouver. Exact. Puis, sauf que, tu sais, je dis ça, mais qu'est-ce qui est vraiment fort de ce Merlin-là, c'est qu'il s'appelle Merlin. Puis la mécanique de Merlin Mauve, elle est insane. Tu sais, vous avez comme le lapin, le goat, puis tout ça. Ça veut dire qu'il va pouvoir shifter sur ces characters-là, puis jouer. C'est sûr que s'il shift, on parle de bleu et on parle de mauve. Là. Fait que tu ne vas pas chercher Be Prepared ou Whole New World, mais vous comprenez le principe. Tu peux aller quand même chercher des cartes que tu as besoin. Tu as besoin d'un castle, tu peux aller chercher, tu as besoin d'un Let It Go. Tu peux aller chercher Let It Go et le sing tout de suite. Fait que très, 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 très spicy comme carte. Donc, j'ai hâte de voir. Toi, Jeff? Ben, moi, pour ma part, il y a 2 cartes qui ont sorti vraiment, puis soit dit en passant, désolé pour le petit détail technique, comme vous pouvez voir, j'ai changé d'écouteur en milieu de route. Donc, moi, il y a la Gaston Rouge qui coûte 9 et qui n'est pas ancrable, qui m'a vraiment titillé. C'est une carte qui a 10 d'attaque, 6 de défense et qui a Roche et qui en plus, il va quitter pour 2 pour les tours subséquents. Fait que c'est très, très fort pour aller tuer immédiatement un Queen Castle ou n'importe quel autre gros personnage. Puis c'est quand même difficile à tasser. Et le fait important, c'est la capacité de cette carte-là qui fait qu'elle te coûte 2 de moins pour chacun de tes personnages qui ont des dommages sur ceux-ci. Alors, c'est quand même assez raisonnable de penser qu'elle pourrait te coûter juste 5 au tour numéro 5, que ce soit parce que tu as un style de jeu plus aggro, que au début de ton tour, tu volontairement attaques 2 personnages pour après ça le rentrer à 2 de moins. Donc, ça va être une carte à tester que moi, qui m'intéressait beaucoup. La deuxième... Peut-être qu'on va ramener le rouge-gris, Jeff. Je sais qu'on l'avait exploré un peu avec les pirates et tout, mais peut-être qu'éventuellement, vu que c'est du damage, ça va peut-être revenir. Puis comme on peut commencer à spéculer, peut-être que tu vas te faire un Teeth and Ambition sur ton character, puis un autre de tes characters. Fait que là, tu sais, comme tu vas te coûter moins cher ton Gaston. Donc, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu ici en primeur. Donc, le truc pour que Gaston coûte moins cher, tu te l'attaques toi-même. Merci, Dan, pour la suggestion. On sait pas. Mais oui, c'est sûr que ça va être une carte qui va aider pour essayer de réessayer de faire des decks gris-rouge. Moi, j'avais essayé pendant un certain temps faire un deck weight set pour permettre de piger plus, mais c'était trop lent. Puis le tour que tu mettais le weight set, tu perdais tellement justement de momentum que c'était très difficile dans la méta actuelle de se rattraper. Mais bon, c'est sûr que des cartes comme ça vont pouvoir aider à explorer des nouveaux archétypes. Yes. L'autre carte qui m'a vraiment frappé, je dirais, c'est Madame Mime Éléphant. Une carte en améthyste qui coûte 4 et qui est ancrable. Quand je regarde cette carte-là,
je me dis vraiment, j'ai l'impression que les développeurs de l'Orcana pensaient que ça serait un malus de devoir ramener une carte dans tes mains quand tu dois en jouer une autre. Parce que Mm. Madame Mime, éléphant comme les deux autres qu'on a, c'est le même principe, fait trois si on compte le dragon, là. C'est qu'en Mm. la mettant en jeu, tu dois ramener un personnage dans ta main, sinon tu la bannis. Mais c'est tellement avantageux comme mécanique, ça te permet de repiger avec un Merlin Rabbit, ça te permet Mhm. de faire un lore de plus avec le Merlin, le Merlin Fox, pas Fox, voyons, hey, bébé, Goat, lapin. Goat, eh oui, hey, qu'est-ce qui se passe? Donc, Merlin Goat, ça te permet de réavoir une fois encore le boost du Merlin Crab. Il y a d'autres Merlins qui sortent justement dans le set Mhm. numéro 5. Donc, juste ça en partant, c'est très bon. C'est une carte qui a quand même une très bonne ligne. 3 d'attaque, 7 de défense, qui est déjà difficile à tasser. Puis surtout, c'est son habilité qui est vraiment forte. C'est qu'au début de chaque tour, tu peux déplacer 2 dommages de ta Madame Mime éléphant vers un personnage adverse. Alors, on vient de parler de Titan Ambition. Une séquence de jeu qui serait intéressante à essayer, c'est que tu mets ta Madame Mime en jeu. Tu fais un Mhm. Titan Ambition en lui faisant 2 dommages sur elle. Il va rester 5 dommages encore, puis elle n'est pas engagée, donc elle est quand même bien protégée. Et le tour d'après, ben, en plus, tu transfères ton 2 dommages. Avec ton Titan Ambition, Mhm. il va t'avoir fait 4 dommages quand tu y penses, là. Donc, Ouais, si c'est pour ça tu. que c'est une carte que je trouve qu'il va avoir beaucoup d'interactions, le fun à faire avec elle. Puis, c'est Ouais, ça. Il y en a deux qui, on top of my head, c'est les deux qui viennent à l'esprit, mais c'est sûr que j'ai ouais. vu quelques cartes intéressantes dans le vert et dans le bleu qui vont me permettre de réexplorer cette combinaison de cartes que j'apprécie particulièrement. Ouais, j'ai hâte de voir parce qu'elle a quand même un gros body, un peu comme un castle. Fait que les risques à Ouais, survivre le tour d'après, c'est quand même avantageux. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec. Je trouve que la mécanique de move damage, elle est très intéressante à explorer, surtout comme avec Belle. J'aimerais ouais. juste voir plus de support autour de ça. Mettons des items que c'est genre tu peux taper puis ça bouge ou des chansons que tu sais comme qui va interagir plus avec ça. Je sais qu'on a des légendaires qui le fait comme la Maleficent qui coûte 1,50$. Mais j'aimerais ça que peut-être que la revoir, voir cette mécanique-là devenir un peu plus forte pour qu'on puisse engager d'autres styles de deck améthyste. À place de juste piger bounce tout le temps, ben peut-être qu'on a un deck améthyste qui fait juste bouger du damage qui peut être quand même intéressant, là. Fait que j'ai hâte de Il me voir. semble que j'ai dans la tête qu'il y avait ça peut-être une Madame a dit dans le set 3 ou 4 que quand tu partais à l'aventure, tu pouvais déplacer des dommages aussi. Ça se peut, mais je veux Je me pas me rappelle faire avoir. roaster dans les comments, fait que je vais Ouais. m'abstenir de répondre. Ben, c'est le genre de carte dans un format limité, pendant justement là, les tournois de début de chacun des chapitres, c'est vraiment le fun, mais après ça, quand tu arrives dans un format construit, Mm, oublie ça, là. C'est juste bon ouais. dans le style, là. Fait qu'on s'en rappelle moins. Ouais, exact. Puis je pense que GF, moi, plutôt, on se parlait aussi que la chanson verte, on avait hâte de voir aussi, là, You're Welcome de Maui. Oui. Fait que, qui fait l'effet de Yzma, tu retournes un character, le tien ou celui de ton opponent, dans le deck, puis la personne à qui appartenait le character, ben, il pige 2 cartes. Fait que c'est comme un removal où ça peut t'avantager, puis surtout si tu joues dans du mauve, Mais ben là, là, puis t'as un lapin, ben là, tu vas piger 3 cartes, parce que ton lapin, il quitte. Fait que t'as une carte, plus tu piges 2 après, fait que ça peut être avantageux. Fait ben, que c'est peut-être c'est ce vraiment qui bon. avait besoin, le petit deck vert mauve pour leur monter sur le dessus, parce que c'est un très bon deck. C'est juste qu'il manque un peu de card draw si tu ne pas Ursula dans Uh-huh. Friends on the Other Side. Puis il n'y a pas beaucoup de removal. Puis cette chanson-là, c'est comme un removal et un card draw. Fait que c'est peut-être ça qui va remettre ce deck-là sur la map. Puis moi, c'est un deck que j'adore beaucoup parce que j'adore la grosse Ursula. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Ouais, c'est sûr, c'est une carte qui a l'air vraiment le fun aussi. Puis le artwork sur la carte est juste magnifique avec Mm, Maui. Puis j'aime beaucoup Moana. Moi, c'est un de mes films de Disney préférés. Donc, mm, c'est sûr que ça a été essayé dans mes decks bleu-vert, pour sûr. yes. Yes. Good. Pour wrap up l'épisode d'aujourd'hui, GF, dernière semaine des Store Championship, donc dernière chance pour Déjà, tout le monde de vous pogner votre Ursula promo ou votre mat pour ceux qui ne l'ont pas eu. Donc le 27 juillet, on a Univers Fantastique à Saint-Hyacinthe, Gamekeeper à Montréal. Le 28, on a Univers Collectibles à Vaudreuil-Dorion. La boutique mythique à Québec, nouveau store où est-ce qu'Alexandru travaille, shout out. Le Randolph à Québec et Carta Magica, qui est une belle shop à Montréal là, que j'ai souvent l'occasion d'aller. Toi, Jeff, on te retrouve où ce week-end? ce week-end, je vais être à l'Univers Fantastique à Saint-Hyacinthe. Je vais aller Cool. essayer d'aller chercher une deuxième Ursula et potentiellement un tapis.
mais je vais essayer d'y aller avec un deck un petit peu moins méta, là. Donc, j'ai deux dans la tête. J'ai un vert bleu qui me tente, puis j'ai un vert gris non-discard qui a l'air intéressant aussi. Donc, je vais continuer mes tests comme je Très peux cool. cette semaine, puis on va voir. Puis, soit dit en passant, ça fait quand même quelques tournois que je participe, qu'il y a des auditeurs qui viennent me voir, qui viennent nous jaser, puis qui ont l'air gênés à première vue, puis qui nous disent excuse-moi, je te dérange. Ayez pas peur de venir nous jaser. On est tous les trois très sympathiques. On aime ça avoir vos commentaires. On aime ça vous parler. Je pense d'ailleurs à un joueur avec que j'ai rencontré à l'Imaginaire il y a quelques semaines, Hassan, si je me rappelle bien. Salut Hassan. Donc, content que tu nous écoutes. Et pour tous les autres joueurs, ayez pas peur de venir nous jaser. On aime ça, Yes. vous connaître. Yeah. Yes, puis si vous avez des feedbacks pour nous autres, qu'est-ce que vous aimez voir? Comme vous avez vu, on a commencé à éditer puis mettre des cartes dans les vidéos puis tout ça. Donc, si vous aimez ce contenu-là, laissez-nous savoir. Ou si vous avez des choses que vous n'aimez pas, laissez-nous savoir aussi. On veut juste devenir meilleur puis on veut aider la communauté. Donc, tout ça pour conclure, n'oubliez pas qu'on a aussi notre Gmail qui est lesuninkables@gmail.com. Donc, dernier rappel, si aussi vous aviez gagné le concours, vous nous avez écrit, puis on ne vous a peut-être pas répondu, désolé à cause de nos vies familiales puis travail. Écrivez-nous sur le Gmail comme un rappel, on va l'amener. La carte qu'on a ici, la belle carte du Comic-Con que je vais vous montrer. Bam, on en a une coupe, on est prêt à les shipper. Donc, n'hésitez pas. Puis aussi, on va mettre dans le lien de notre Discord, donc les échanges idées de deck, les nouvelles cartes, discussions de méta, n'importe quoi. N'hésitez pas à rejoindre. On est quand même une bonne petite communauté. Là, on commence à être un peu plus qu'une dizaine. Fait que n'hésitez pas. Puis, si vous avez n'importe quoi, encore une fois, des feedbacks, le Gmail, les commentaires YouTube, n'hésitez pas de liker et subscribe pour le contenu. Ça nous donne un vraiment beau support. Et pour tout ça, à la semaine prochaine. Merci, JF. Merci Dan et salut à tous les Lorcaneux et les Lorcaneuses. Bonne semaine. Ciao, guys.